Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre votre magazine Au-delà de l'actualité. Au-delà de l'actualité reçoit ce soir Maître JP Moulumba Betou. Il est chef des travaux à la faculté de droit dans plusieurs universités. Il est analyste politique. Avec lui donc, nous allons analyser l'actualité du jour en République démocratique du Congo. Bonsoir maître. Bonsoir madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec beaucoup de plaisir. Vous savez, lorsque vous m'invitez, je n'ai jamais hésité de me présenter. C'est parce qu'avec vous, on a toujours l'habitude d'analyser beaucoup de points d'actualité. Et je me suis déjà habitué, n'est-ce pas, à cet exercice avec vous. Une fois de plus, merci de m'avoir invité. Alors, mais plusieurs sujets dominent l'actualité de ces jours en République démocratique du Congo. D'ailleurs, ce 23 juin 2021 a été dominé par des manifestations, manifestations de la population face au renforcement des mesures restrictives pour contrer la Covid-19, moins de passagers à bord des transports en commun, une personne à bord de la moto. En tout cas, la population qui a eu du mal à se déplacer, à manifester. Il y a eu de bruit dans la capitale. Par rapport d'abord à ces mesures, maître JP Moulumba, quelle est votre analyse? Vous êtes d'accord avec les mesures prises par le gouvernement provincial avec des amendes à payer pour les contrevenants? Bon, il est vrai que la pandémie, c'est une réalité. La Covid-19, vraiment, c'est une réalité. Pour nous qui avons vu les gens souffrir de cette maladie, nous disons que c'est une réalité et il était impérieux pour le pouvoir public de pouvoir sécuriser, n'est-ce pas, prendre des mesures pour contrecarrer, pour diminuer, n'est-ce pas, la contamination de cette pandémie. Mais le fait de prendre les mesures, c'est une chose, mais l'application ou l'applicabilité de ces mesures en est une autre. Et c'est là où se posent souvent des problèmes. Nous pensons que tout récemment, relayant le discours du chef de l'État, annonçant un certain nombre de mesures, les gouverneurs a pris des mesures accompagnées, n'est-ce pas, de certaines sanctions. Nous disons que tant que ça va dans le sens de pouvoir sécuriser la population, parce que c'est l'une des missions du gouvernement, nous saluons cela, mais le problème qui se pose souvent dans notre pays, c'est au niveau de l'application de ces mesures-là et au niveau également de l'encadrement des mesures. Nous avons vu des mesures édictées avec beaucoup de sanctions, des amendes, beaucoup d'amendes qu'on a demandé à des récalcitrants. Mais une chose que nous nous demandons, c'est que on ne nous dit pas les modalités de paiement de ces amendes qui est habilité. Le général Kassongo a été en réunion avec la DGRK, c'est-à-dire qu'il y a traçabilité de cet argent qui entrera dans le caisse de l'État. Bon, s'il y a la traçabilité, je pense que c'est une bonne chose, mais il faudrait aussi qu'on fasse l'évaluation de ce qui vient de se passer. Il y a aussi des mesures, il y a des couvre-feux, les gens circulaient, mais tout ce que les policiers percevaient à titre, n'est-ce pas, d'amende, tout ça et consort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait avec ça. Est-ce que le gouverneur est à même de s'exprimer devant la représentation provinciale pour dire où est-ce que il a localisé, n'est-ce pas, cet argent et puis même l'efficacité même de l'application de ces mesures. Parce qu'on peut prendre des mesures, mais est-ce que l'effectivité d'abord de la police, il y a des communes ici à Kinshasa qui sont tellement peuplées d'où il faut renforcer, n'est-ce pas, l'effectivité de la police pour surveiller cela. Est-ce que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau comme nous avons vécu? Parce que il y a des communes qui respectent des mesures, là où vous voyez la présence de la police, comme la Gombe et consort. Mais il y a d'autres communes ici à Kinshasa où vous partez, mais vous ne sentez rien du respect des mesures. Et on ne voit rien qui se fait. Et puis le problème aussi, c'est au niveau
de ceux qui sont appelés à exécuter, n'est-ce pas, ces mesures-là, les policiers. Est-ce qu'il y a déjà certaines formations, n'est-ce pas, relativement à l'encadrement, n'est-ce pas, de ces policiers-là, parce qu'il y a des bavures qui se passent souvent. Nous avons vécu des gens qui perdent leur vie, tout simplement parce qu'ils n'ont pas porté de masque. Alors, pour éviter ce genre de bavures, qu'est-ce que le gouverneur a prévu? Je crois qu'il va de soi, il est de bonne loi de pouvoir penser, n'est-ce pas, à l'encadrement de toutes ces mesures-là, l'encadrement de ceux qui sont appelés ou qui seront appelés, n'est-ce pas, à exécuter ces mesures et veiller à ce que ça soit efficace. Parce que la maladie, la pandémie, c'est une réalité. Bien sûr, nous ne voulons pas voir beaucoup de Congolais qui sont en train de mourir. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans des hôpitaux, c'est peuplé de cas à contamination de Covid-19. Mais une chose est qu'il faut contrecarrer ou diminuer cela. Mais il faut être sérieux. Donc, l'exécutif provincial doit être sérieux dans l'application, n'est-ce pas, de ces mesures. Alors, maître, la grande question au sein de la population, c'est aussi, il y a eu les vagues précédentes. Quel a été le bilan des mesures qui ont été prises, des mesures prescriptives? Et bien sûr, cela n'a pas empêché la propagation de la maladie. Aujourd'hui, troisième vague, on prend encore d'autres mesures. Est-ce que vous réfléchissez aussi dans ce sens-là? Bon, je dois réfléchir dans ce sens, c'est ce qu'on appelle la redevabilité. C'est-à-dire, au sein des autorités, il devait y avoir ce principe de redevabilité qui doit être mis en exergue, c'est-à-dire faire donner les comptes, n'est-ce pas, de ce que vous faites. Vous prenez des mesures, c'est bien, mais il eût fallu faire l'évaluation, dire ce qui vient de se passer. Je venais de le dire tout à l'heure. C'est vrai, on se lance, n'est-ce pas, à des mesures encore, des renforcements des mesures, en contrepoids des mesures qui ont été dictées. Mais maintenant, qu'est-ce que vous nous dites relativement au bilan de ce qui vient de se passer? Je crois que savoir de la responsabilité, de redevabilité, c'est pour que la population soit... Parce que cette population n'est pas dupe. Dans la population, on trouve des intellectuels, on trouve des gens qui réfléchissent, et ces gens-là, je crois, pour aussi les pousser à respecter les mesures que vous édictez, il faut aussi leur dire être sérieux. Être sérieux, c'est être responsable et rendre compte, n'est-ce pas, de ce qui vient de se passer. Comment vous gérez, n'est-ce pas, la crise, comment vous évaluez cela, et puis ce qui venait de se passer, des mesures et tout ce qui s'est passé, vous avez fait une évaluation, et je crois qu'il y a aussi un problème de la communication. Parce que c'est vrai, il y a les problèmes de la crise, le problème de sa gestion, les problèmes de sa gestion, mais il faut aussi, n'est-ce pas, être à même d'expliquer au quotidien à cette population tout ce qui se passe pour que la population ne soit pas réticente pour appliquer les mesures. La population ne soit pas réticente, comme vous venez de le dire. Justement, la population a manifesté face aux difficultés des transports qui a suivi l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa. Il y a eu une manifestation, il y a eu même casse, il y a des gens qu'on a tabassés. Alors, quel est votre commentaire par rapport à cette réaction de la population? N'a-t-elle pas aussi raison de manifester? Elle se réveille le matin pour prendre le transport difficile parce qu'on a dit que dans le bus, il faut un nombre limité. Bon, je crois que les manifestations dans un pays démocratique, ça fait partie de la liberté d'expression. C'est un droit civil, en même temps un droit politique qui doit être respecté. Si la population a manifesté, je crois que il est de l'intérêt de cette population de manifester. Et il est également de l'intérêt des pouvoirs publics de pouvoir prendre en compte les desiderata de la population. C'est vous les juristes qui le disent. Bon, la population s'exprime, mais je crois que au niveau, n'est-ce pas, du gouvernement provincial, s'il y a des mesures d'application, on peut revoir un certain nombre de choses qui ne fâchent pas, parce que déjà la population est contraire à beaucoup de choses, n'est-ce pas, dont elle fait face. Mais si
on peut retoucher et voir dans quelle mesure on peut, n'est-ce pas, revoir beaucoup de choses. Les transports, par exemple, vous avez, il y a de communes peuplées où les gens se déplacent en masse. Et la population quinoise est une population qui vit au quotidien, n'est-ce pas, avec les taux du jour et consorts. Il faut maintenant voir comment vous pouvez accompagner les déplacements de certaines populations dans certaines contrées. Et il ne faut pas tout simplement dire parce qu'on doit lutter contre la maladie. Et je crois qu'il y a des mesures, lorsqu'on peut veiller sur ça, on peut diminuer sensiblement, n'est-ce pas, la pandémie. Par exemple, le port de masques. Oui. Si on peut surveiller à ce que le port des masques soit correct et obligatoire, vraiment obligatoire dans tous les lieux publics, je crois qu'on peut négliger un certain nombre de mesures. Par exemple, les rassemblements, plus de 20 personnes, on peut revoir cela. Mais cette population qui a manifesté réclame aussi qu'elle n'a pas assez de moyens pour se procurer de masques. L'État pouvait aussi fournir de masques à la population. Bon, je crois que la gestion de la pandémie dans le passé n'a pas été vraiment escompté, du point de vue, parce qu'il y a eu, ici on nous a parlé de la fabrication des millions et des millions de masques qui devraient être distribués dans la population. On n'a pas vu cela, on ne l'a pas senti, et je crois que la population ne peut pas suivre, elle fait face à des gens qui ne sont pas responsables dans leur gestion. La population doit se prendre en charge, c'est-à-dire ne pas vous exposer à la mort parce que vous avez des dirigeants qui sont irresponsables. Non, il faut vous approprier, n'est-ce pas, des masques et porter au quotidien des masques, même en tissu, vous pouvez vous-même faire à partir de la maison pour que vous puissiez vous éviter la maladie. Mais pour ce qui est de transport en commun, l'État pouvait par exemple renforcer d'autres bus pour que la population n'ait pas... C'est pourquoi nous avons dit ceci. Oui. Nous avons dit la population s'est exprimée. Et nous saluons cela dans un État démocratique. Mais lorsque la population s'exprime, il va aussi, n'est-ce pas, de l'intérêt du pouvoir public, c'est-à-dire du gouvernement provincial, de prendre en compte, n'est-ce pas, certains points. N'est-ce pas, tout n'est pas rejeté, mais il faut voir dans ce que la population dénonce, est-ce qu'il y a-t-il certains points qui peuvent être retouchés, notamment les cas des transports. Nous avons ici des bus Transco qui sont là, qui chôment. Et il faut peut-être lancer beaucoup de bus sur la voie publique. Ces bus seront aussi face bon, nous avons beaucoup... Nous avons beaucoup de route, vous voyez qu'il y a un problème complexe. Nous avons beaucoup à la fois, je crois que l'ordre de moins favorable, n'est-ce pas, peut être trouvé pour que la population, s'il faut tenir compte de tout cela, je crois que les responsables, les autorités doivent s'atteler, n'est-ce pas, à pouvoir satisfaire les besoins primordiaux de la population. Et les besoins primordiaux, c'est le cas des routes, par exemple. Il n'est pas bon de voir, par exemple, des ronds-points Huilery, là, vous trouvez des trous, tout ça, et la population se déplace difficilement. Je crois qu'il faut aussi satisfaire les besoins primordiaux, fondamentaux de la population. Alors, nous recevons un homme de droit. Je venais de le dire, c'est maître J.P. Moulumba Betou. Il est chef des travaux à la faculté de droit de plusieurs universités. Il est analyste politique. Abordons un autre sujet de droit, puisque nous y sommes. C'est la dernière déclaration des évêques de la CENCO. Il y a eu plusieurs points. Parmi ces points, la CENCO a fustigé une justice sous les bottes de la politique, entraînée par la corruption et instrumentalisée par la politique. Comment vous réagissez? Bon, vous savez que les problèmes qui minent l'administration publique d'une manière générale sont tellement nombreux, notamment lorsqu'on parle de l'administration de la justice. Tout ce que les pères évêques ont évoqué là, ce sont des choses qu'on a déjà eu à dénoncer plusieurs fois et qui existent. Rappelez-vous de la fameuse déclaration de l'ancien président du Sénat, Alexis Tambouamba, alors ministre de la Justice. Il ne s'est pas vraiment résigné de pouvoir critiquer publiquement les magistrats et la justice congolaise
Et vous savez aussi plusieurs cas où des gens ont dénoncé déjà beaucoup de choses. C'est vrai que dans la justice, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a eu même des états généraux de la justice qui ont été tenus de l'époque du ministre Luzolo. Bon, tout cela, ça porte quoi et quel est le bilan qu'on fait? C'est vrai, dénoncer, mais quelles sont les actions concrètes qu'il faut faire pour redresser rapidement la situation? Parce que dans un État où il n'y a pas une bonne justice, où il y a encore des hommes forts en lieu place de la loi, parce qu'un État démocratique, c'est la loi qui doit être forte, qui doit être au-dessus, n'est-ce pas, de toute la population, y compris même les premiers citoyens de la République, doit être en dessous de la loi. Mais lorsque nous voyons où nous décrions un certain nombre de choses encore dans la justice congolaise, je crois que, franchement, on n'est pas digne d'être appelé la République démocratique du Congo. On a dit état de droit, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu alternance au niveau de la justice, on croit ces propos des évêques de Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de cas d'amélioration, mais moi-même je suis praticien. Je crois qu'il y a encore beaucoup de problèmes dans l'administration de la justice. Et ça, on ne peut pas nous en douter de cela. Je crois que nous le vivons. Nous le vivons tous ces jours ici. Nous avons même des cas que nous sommes en train de gérer nous-mêmes ici, où il y a pas mal de problèmes et ça ne fait pas digne d'être appelé République démocratique du Congo. Ça ne fait pas digne de nous dire que nous sommes un État de droit tant que tous ces problèmes-là sont encore là, où vous savez des problèmes très graves du genre des problèmes évoqués par les évêques. Mais il faut que nous quittions les niveaux de dénonciation. On dénonce, ce n'est pas maintenant. Si vous voyez, si vous revisitez plusieurs discours des évêques, si vous revisitez beaucoup d'activités des ONG des droits de l'homme et consorts, on dénonce toujours. Mais lorsqu'on dénonce, il faut maintenant qu'il y ait des actions concrètes. Pourquoi ne pas faire les recensements de tous des cas de corruption, de clientélisme, et les dénoncer et mettre, n'est-ce pas, même publier cela pour que cela puisse, les auteurs de ces actes-là puissent avoir honte d'exister dans un État qui s'appelle un État de droit. C'est ça, parce qu'on dénonce bien, mais quand on dénonce, c'est fini, c'est fini, et puis vous verrez que les gens oublient. Nous voulons maintenant, au-delà des dénonciations, il faut maintenant qu'il y ait des actions concrètes allant dans le sens de pouvoir énumérer, publier, parce que parfois il faut éviter aussi des cas des imputations dommageables, où il y a certaines affirmations que les gens font pour jeter l'opprobre à certaines institutions sans avoir des éléments probants. Alors, il faut avoir des éléments probants, c'est-à-dire se rendre au niveau de l'administration de la justice, faire des recensements et énumérer ou prendre certains cas et les dénoncer, les mettre à la disposition de la population pour que les auteurs, n'est-ce pas, et les co-auteurs, les auteurs intellectuels de tous ces cas puissent être, n'est-ce pas, connus de la population, comme l'IGF est en train de le faire. Ok, alors maître, on peut dire par rapport à ces propos, je ne sais pas si vous réfléchissez aussi dans ce sens-là, qu'avant Kabila et qu'après Kabila, du côté de la justice. Bon, je dis qu'en ma qualité de praticien, il y a beaucoup de cas d'amélioration. Je vous cite d'abord, à titre d'exemple, vous savez, il y a eu dans le passé, on vous appelle par exemple pour débuter l'audience, c'est dit toujours dans les exploits introductifs d'instance que l'audience débute ou les audiences débutent à 9h juste. Mais vous pouvez dans le passé vous présenter pour débuter l'audience par exemple à 15h. Et vous restez là, toute la journée, c'est fini, vous oubliez. Mais depuis un certain temps, lorsqu'on dit les audiences débutent à 9h, ça débute à 9h. Il y a aussi un autre cas, c'est au niveau, n'est-ce pas, du prononcé des décisions de justice. Vous pouvez avoir dans le passé des décisions de justice qui font 2 ans. On ne rend pas toujours la justice. Mais depuis un certain temps, nous voyons, lorsqu'on vous dit dans 1 mois ou dans 30 jours, dans 8 jours, et la justice ou la décision est prononcée. Et vous avez des cas aussi, beaucoup de cas comme ça qui se sont améliorés ci et là,
Mais nous disons, cela n'épargne pas des problèmes cruels qu'on constate jusqu'aujourd'hui, tellement la corruption, le clientélisme, le tribalisme et la justice, donc la loi du plus fort continue toujours. Et cela, nous disons que nous les dénonçons au même titre que les évêques, au même titre que beaucoup d'ONG des droits de l'homme. Mais il y a eu, on ne peut pas aussi méconnaître des cas d'amélioration, des cas d'avancée, n'est-ce pas, que nous pouvons aussi énumérer et constater. Alors, donc, on ne peut pas dire que après égale après. Voilà. Okay. Maître J.P. Mulumba, des cas à dénoncer, je ne sais pas si c'est une dénonciation ou bien soit c'est quelque chose qui est normal juridiquement. Nous prenons le cas, par exemple, de l'Assemblée provinciale où les députés provinciaux ont dénoncé la mégestion du gouverneur et ça coïncidait avec la fermeture ou la suspension des activités de l'Assemblée provinciale. Et les députés qui ont fait une déclaration dénonçant cela, du coup, ils ont été, Magloire Kadimba, pour ne pas le citer, et fait l'objet d'une plainte du président de l'Assemblée provinciale. Juridiquement parlant, est-ce qu'une personne qui a parlé au nom d'un groupe peut être poursuivie de façon individuelle? Avant de répondre, de donner la réponse en adéquation avec la question, oui. Il faut d'abord que je vous rappelle que dans un État démocratique, dénoncer quelqu'un au niveau de la justice, c'est un droit. Oui. Alors, il est du droit, n'est-ce pas, du président de l'Assemblée provinciale, n'est-ce pas, de pouvoir, lorsque il trouve qu'il a été, n'est-ce pas, préjudicié, il a été, n'est-ce pas, il y a une infraction qui a été commise, à même d'entamer, n'est-ce pas, sa personnalité, il est libre, à travers ses conseils, de pouvoir amener devant la justice l'auteur de cette infraction qui, maintenant, à la société, c'est-à-dire au ministère public, de pouvoir faire des enquêtes pour savoir. Mais s'agissant de ce que de l'objet, n'est-ce pas, de sa dénonciation, il était comme porte-parole d'un groupe. De sa dénonciation, c'est un groupe qui a fait une déclaration et puis un groupe de députés. Et puis la personne qui les entraîne ou qui les met devant la justice, c'est leur président. Il met qu'une seule personne, le porte-parole. Je crois que là, il y a un problème. D'abord, il faudrait voir, parce que quand on fait la manière dont la déclaration est passée, c'est-à-dire, c'est un groupe d'individus qui doit avoir, chacun doit avoir signé, mis sa signature, chacun doit avoir mis sa signature au bas, n'est-ce pas, de cette déclaration. Et je crois que s'acharner sur une seule personne, parce que c'est lui qui a lu, n'est-ce pas, la décision, c'est une aberration. D'abord, parce que l'infraction ou la responsabilité pénale, elle est individuelle, n'est-ce pas, et il faudrait, n'est-ce pas, identifier ou pas accuser tout un groupe. Mais est-ce que lui, en sa qualité du président de l'Assemblée provinciale, peut-il s'évertuer à de tels exercices? Et c'est là où il faut maintenant réfléchir sur la qualité de conseillers qui entourent certains responsables ou certaines autorités. Est-ce que c'était nécessaire de pouvoir se lancer à cet exercice-là, de porter plainte contre vos propres députés, vos collègues députés, parce qu'ils ont fait la déclaration? Où est la démocratie? Il n'y a pas de démocratie, parce que d'abord, il y a la démocratie parlementaire qui permet que les élus puissent s'exprimer, ils peuvent parler, mais ce sont des problèmes qui peuvent se résoudre en interne. Hein, tout n'est pas toujours amené devant la justice, parce que vous allez donner à la justice un travail d'enquêter, parce que beaucoup de gens pensent que le fait de dénoncer un cas directement, la personne contre qui vous dénoncez ce cas devient un auteur directement de l'infraction, il faut l'arrêter. Mais non, la justice doit enquêter, doit savoir pour rétablir réellement des responsabilités. Et je crois dans les cas d'espèce, je déconseille cela, ce n'est pas un bon exercice, nous ne sommes pas là, il y a beaucoup de problèmes, surtout eux au niveau de l'Assemblée provinciale, ils ont beaucoup de problèmes à résoudre. Il y a beaucoup de matières pour lesquelles il faut légiférer pour quand même améliorer les conditions de vie de la population.
Vous voyez maintenant la population dans un pays où il y a des organes délibérants provinciaux, mais la population ne les connaît même pas, ne connaît pas ces organes. Tout est toujours envoyé au gouvernement central. Or, ces gens-là, ils ont aussi du point de vue de leur mission régalienne, des choses qu'ils doivent aussi faire au niveau de leur population. Mais maintenant, la population se dirige toujours vers les présidents de la République, les gouvernements, les premiers ministres, les warriors. Mais oubliant ces gens-là, payés parfois pour ne rien faire. Nous avons des cas ici de funérailles, nous avons des cas de beaucoup de choses qui se passent ici, et nous avons besoin que ces députés provinciaux puissent édicter des édits qui peuvent, n'est-ce pas, apporter, n'est-ce pas, améliorer les conditions de vie de la population. Mais ici, c'est quoi? C'est s'acharner, tel a accusé, Moukebaïa, Fefessi, tout ça, et tous les mandats va terminer aussi comme ça, sans qu'ils ne fassent. Et puis, le lendemain encore, ils vont revenir devant cette même pauvre population pour solliciter leur voix. On quitte l'Assemblée provinciale pour l'Assemblée nationale, l'affaire des jeeps. 500 jeeps qui a fait grand bruit. Vous aussi, vous étiez mécontent de l'octroi des jeeps aux députés, parce que beaucoup de gens voient la situation de l'Est, il fallait acheter des histoires, par exemple, pour l'OVG et tout. Vous aussi, vous êtes... Bon, vous voyez, madame, dans notre pays, beaucoup de gens veulent spéculer sur base de rien. Avant que je vienne dans cette émission, j'ai quand même tenté de pouvoir vérifier sur cette question si je peux avoir des éléments probants pour m'exprimer, mais il n'y en a pas. Il semble que même des jeeps en question ne sont pas encore arrivés. Il semble que c'est vrai, l'origine de ces jeeps-là, s'il y en a, s'il y en aura. Mais le rapporteur a reconnu l'achat des jeeps. Oui, bon, nous avons appris tous, mais il faut quand même partir sur un certain nombre d'éléments probants pour quand même parler et savoir quelle est l'origine de ces jeeps, qui les a achetés et puis d'où est sorti cet argent. Vous voyez, a parlé, oui. Ça, c'est des éléments qui peuvent nous aider éventuellement. Les gens font des déclarations, les gens parlent. Les rapporteurs parlent, mais il y a beaucoup aussi qui parlent, des députés qui parlent et qui donnent, chaque député donne sa version. Alors, nous ne savons pas quelle version maintenant qu'il faut adopter, mais sinon, sur ce point, je pense qu'il faut saluer d'ailleurs la maturité de la population, du peuple. Et là, c'est aussi ça mettre à crédit de l'actuel régime. C'est-à-dire quoi? Le peuple est maintenant mûr, le peuple est vigilant. Le peuple n'est pas ce peuple-là d'hier qui regardait seulement la gestion de la res publique comme ça. Et dans le passé, nous avons vécu beaucoup de choses. Hein. Dans le passé, ce genre de choses se faisaient sans que la population puisse même pas avoir droit au chapitre pour parler. Si la population, ou bien quelques têtes qui pouvaient parler, il y en a qui ont perdu même leur vie parce qu'ils ont eu à parler, à dénoncer sur certaines choses. Mais maintenant que nous sommes dans un état où le peuple s'exprime sur un certain nombre de choses en ce qui concerne la gestion de la République, je crois que c'est quelque chose à saluer. Et moi, je salue cela parce que le peuple n'est plus dupe. Le peuple n'est pas encore un peuple là qui s'intéresse seulement à des choses. Mais autant que le peuple s'intéresse aussi à cette histoire des dupes et consorts, il faut aussi que le peuple puisse aussi regarder les problèmes des cartes, visa, des cartes prépayées. Parce que là aussi, il y a des dénonciations qui commencent maintenant à sortir. Je vois la TMB qui commence à faire sortir des lettres, des correspondances, des sorties de fonds. Vous voyez comment les pays étaient gérés comme une boutique privée où les gens pouvaient se réjouir avec de l'argent comme ils le veulent. Alors, il faut saluer cela, mais il faut également dire que autant nous dénonçons un certain nombre de choses, autant il faut vérifier, avoir toujours des éléments probants pour ne pas éviter à spéculer tous les temps. Alors sur ces points-là, moi j'attends avoir des éléments qui peuvent me permettre, n'est-ce pas, à pouvoir faire des enquêtes possibles. Alors pour conclure, nous revenons encore sur la déclaration de la CENCO où les évêques ont dit constater que le budget de l'État accorde plus d'attention aux institutions politiques et ce au détriment de l'intérêt de la population. D'accord ou pas d'accord? Je suis parfaitement d'accord. Pour avoir été moi-même conseiller quelque part dans les institutions, je vois que trop d'argent du pays
et se dirige toujours vers des institutions. Alors, nous n'avons pas un budget de développement. Il faut supprimer certaines institutions comme mais je vous dis que ça c'est une nécessité impérieuse. C'est une nécessité impérieuse. Il faut revoir toutes ces choses-là parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un budget de développement. Lorsque vous prenez notre budget, il n'y a pas vraiment des points axés sur, n'est-ce pas, le développement. Tout c'est toujours vers les institutions. Et ces institutions pullulent au sein du pays. Et là, ça ne va pas. Nous n'allons pas vraiment avoir le développement dans ces pays si tout est dirigé toujours vers ceux qui sont en train de... Et je vous dis, il y a même des institutions là qui sont créées et qui ne font même, dont les personnes physiques qui composent ces institutions ne travaillent même pas, mais vont seulement toucher de l'argent. Il y en a beaucoup. Et ces institutions sont créées toujours dans le passé par des hommes publics, par des hommes d'État, n'est-ce pas, qui pour engager des tantes, des cousines, des copines et consorts. Mais ils sont payés, ils touchent des 2 millions, des 3 millions, mais ils ne font rien. Et ça, c'est du temps perdu, de l'argent perdu il faut les supprimer, il faut mettre de l'ordre. Voilà, Maître JP Mulumba Beltou, nous sommes arrivés à la fin de notre maintenant, au-delà de l'actualité. Votre dernier mot en quelques secondes. Bon, en quelques secondes, c'est que la République démocratique du Congo, c'est une copropriété de tous les Congolais. Nous devons être sérieux pour que ce pays avance. Nous ne sommes pas maudits pour que ce pays recule toujours, que ce pays ne connaisse pas son développement. Nous devons tous, n'est-ce pas, avoir de la volonté, au-delà de la volonté politique qui est requise, nous devons avoir la volonté dans les chefs de tous les Congolais. Tout Congolais, partout où il est, il doit se sentir responsable. Ça fait partie, n'est-ce pas, de la citoyenneté congolaise, ça fait partie, n'est-ce pas, du patriotisme et engagé et qui peut, n'est-ce pas, nous balancer ou nous faire basculer dans un réel développement. Merci Maître JP Mulumba. Je rappelle que madame. vous êtes chef des travaux à la faculté de droit de plusieurs universités, analyste politique. Merci, d'avoir répondu à notre invitation et merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.